Chers tous, aujourd'hui est un nouveau jour. Je suis Jimmy, professeur des universités et aujourd'hui, je vais vous introduire cette encyclopédie des relations internationales dans l'Afrique, surtout francophone, l'Afrique subsaharienne. Cet ouvrage qui est déjà disponible sur les plateformes virtuelles telles que Amazon, c'est l'introduction aux relations internationales Chine-Afrique, analyse politique et socio-économique de la montée de la Chine comme superpuissance mondiale à partir de l'Afrique. C'est ce que c'est qu'un intellectuel. Un intellectuel, c'est celui qui regarde les problèmes de la société, essaie de les résoudre, mais aussi, non pas seulement pour le présent, mais aussi pour l'avenir. Et un intellectuel académique, permettez-moi le terme, est celui donc justement qui laisse des traces comme celle-ci. Parce que je déplore souvent le fait qu'en Afrique, il y a des gros titres qui n'ont pas un impact sur la société. Alors mon rôle, étant un passionné des relations Chine-Afrique, est de donner les outils non seulement aux gouvernants, mais aussi aux chercheurs, aux étudiants, aux chancelleries, des outils de dealer avec leurs plus grands partenaires, parce que la Chine n'est pas là pour partir, la Chine est là pour rester. Donc, il était important pour moi de sortir cet ouvrage qui m'a pris presque 10 ans, non pas que je l'ai rédigé de façon continuelle, mais parce que écrire sur 54 pays de l'Afrique, de leurs relations, n'est pas quelque chose de facile, c'est quelque chose de véritablement complexe sur le niveau, sur le plan théorique et sur le plan pratique. Sur le plan théorique, sur le plan normatif, la Chine est un pays, je dis un pays en voie de développement, mais la Chine n'est pas un pays en voie de développement ordinaire. La Chine est leader de 5G, de la technologie 5G par exemple. La Chine est presque le premier partenaire commercial mondial. La Chine est leader aussi dans la course par exemple la course sur les espaces, quels que soient les espaces, qu'ils soient virtuels ou alors qu'ils soient territoriaux. La Chine est, par exemple, à la première marine du monde avec le plus grand nombre de navires de guerre, presque 450 navires de guerre. Donc la Chine n'est pas un pays en voie de développement ordinaire. L'Afrique non plus n'est pas un continent en voie de développement ordinaire parce que l'Afrique a 54 pays avec des cultures et puis des politiques diverses. Donc, travailler sur un tel terrain de façon normative est difficile. Sur le plan pratique, il fallait quand même aussi recueillir des interviews. Les voyages devraient être financés. Donc, j'ai profité de ma position ici à l'Université de Southampton pour faire la plupart des travaux que j'ai pu réaliser. Alors, ce qui m'amène à introduire cet ouvrage aujourd'hui, qui a été postfacé et préfacé par le ministre Sélé Yalagoli, l'ancien ministre des Finances de Joseph Désiré Kabila de la RDC, République démocratique du Congo, qui est un fin connaisseur de la Chine. Donc, il fallait aussi faire lire l'ouvrage par des praticiens. Moi, je suis un théoricien, c'est vrai, mais il fallait aussi que les praticiens s'imprègnent de cet ouvrage pour comprendre ou alors pour dire si le récit scientifique et académique que je donne là-dedans est conforme à la réalité. Et il est conforme à la réalité. Donc, pour aller vite, je vais aller sur la table des matières pour vous donner justement la quintessence de cet ouvrage. Après l'introduction qui va dénoter les thèmes clés des relations Chine-Afrique qui sont que la Chine détermine toujours son agenda. La Chine a toujours une approche étatique. La Chine a toujours n'a pas de modèle de développement qu'il exporte aux pays africains. Que la question de Taïwan est toujours présente dans les relations Chine-Afrique et que la Chine a des relations très étroites avec chaque pays. Que la Chine est très pragmatique, c'est-à-dire que quelle que soit la relation qu'elle a avec le pouvoir en place, le pouvoir qui va remplacer ce pouvoir, il va toujours avoir des relations avec eux, qu'il y a une succession rapide dans la prise de position, que la croissance militaire de la Chine est en train d'augmenter en Afrique et que surtout les communautés chinoises s'installent de façon permanente en Afrique. Donc après avoir déterminé cela à l'introduction et après avoir parlé des positions, qu'elles soient optimistes ou pessimistes par rapport à l'avenir de la Chine du moins en Afrique, je vais au niveau du chapitre 1, ou plutôt l'introduction est le chapitre 1, et puis le chapitre 2, je vais parler des relations historiques avec la Chine. Comment est-ce que c'est parti? À partir de l'amiral Zheng au 14e, 13e, 14e siècle jusqu'à 2011. Je parlerai de cette histoire entre la Chine et puis l'Afrique.
Au niveau du chapitre 2, je parlerai des relations politiques que la Chine a avec l'Afrique. Au niveau du chapitre 3, je parlerai des relations économiques que la Chine a avec l'Afrique. Au niveau du chapitre 4, je parlerai du commerce, des relations commerciales que la Chine avec toutes les communautés commerciales, on peut dire les communautés économiques régionales, que ce soit la CEDEAO, que ce soit la CEMAC, etc. Donc, au niveau du chapitre 5, je vais parler des investissements et de l'assistance de la Chine en Afrique. Au niveau du chapitre 6, je vais parler des forces de sécurité, donc les relations militaires que la Chine a avec l'Afrique. Au niveau du chapitre 7, je vais parler des médias, en vous précisant que Xinhua en Afrique est le premier média dans le monde qui a des représentants un peu presque partout. Hein. BBC n'a pas de représentants dans tous les pays, n'a pas des maisons de représentation dans tous les pays, mais Xinhua, la chaîne officielle Xinhua, la chaîne officielle chinoise, a des représentations médiatiques dans toute l'Afrique. Donc ça c'est le chapitre 7. Et au niveau du chapitre 8, je vais donc commencer à analyser la relation bilatérale de chaque pays. Hein. Chapitre 8, je parlerai de l'Afrique du Nord et du Sahel, dont l'Égypte, l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, la Libye, le Mali, la Mauritanie, le Tchad, le Niger, le Burkina Faso. Et au niveau du chapitre 9, je vais parler de l'Afrique de l'Est et de l'océan Indien, qui est le Soudan du Sud, la Somalie, la Tanzanie, l'Ouganda, le Kenya, l'Éthiopie, Djibouti, Érythrée, l'île Maurice, Madagascar, île Comores, les Seychelles. Au niveau du chapitre 10, c'est la relation de la Chine avec l'Afrique occidentale et centrale, la Guinée, le Ghana, la République démocratique du Congo, le Burkina, le Burundi, le Congo-Brazzaville, la République centrafricaine, le Rwanda, la Guinée, le Nigeria, le Cameroun, le Bénin, la Sierra Leone, le Sénégal, le Togo, le Gabon, Gambie, Libéria, Côte d'Ivoire, Guinée-Bissau, Sao Tomé, Cap-Vert. Et au chapitre 11, je parlerai de la relation Chine, Afrique australe, Zambie, Botswana, Zimbabwe, Mozambique, Angola, Afrique du Sud, Namibie, Lesotho, Malawi, Swaziland. À l'époque, c'était Swaziland, maintenant c'est Eswatini. Donc, et puis, dans la conclusion, je vais ouvrir la brèche sur les futurs, du moins, le futur des relations internationales entre la Chine et l'Afrique. C'est pour moi le lieu de dire ici que cet ouvrage est un must-have. Vous devez l'avoir, vous qui êtes des passionnés de la Chine, vous qui êtes des gouvernants, et vous qui êtes des chancelleries de l'Afrique francophone, parce que ça devrait être votre livre de chevet. Merci.